Bonjour, je ne peux malheureusement pas être à vos côtés aujourd'hui pour ces rencontres de la souveraineté, mais je tenais à vous adresser personnellement quelques mots. Nous vivons un moment décisif. Jamais la souveraineté française et européenne n'a été aussi étroitement liée à notre capacité d'investir dans les infrastructures qui façonneront notre avenir, les infrastructures énergétiques et les infrastructures numériques. En France, l'année 2026 marque un véritable tournant, avec 93 milliards d'euros d'investissement annoncés lors de Choose France, un record historique. Notre pays confirme son attractivité. Derrière ces chiffres, il y a évidemment des réalités très concrètes, des data centers, des gigafactories, des sites de production de semi-conducteurs, des projets d'énergie renouvelable ou encore des infrastructures dédiées aux biotechnologies. Autant d'implantations qui renforcent nos territoires, mais aussi notre indépendance. Cette dynamique dépasse largement nos frontières. Partout en Europe, les investissements s'accélèrent. Centres de données, semi-conducteurs, cloud de confiance, supercalculateurs pour l'IA. L'Europe a pris conscience d'une réalité simple. La souveraineté se construit d'abord par la maîtrise des infrastructures. Deux piliers sont au cœur de cette ambition. Le premier, c'est l'énergie. Produire davantage, évidemment, mais aussi sécuriser les réseaux, maîtriser les flux et renforcer notre résilience face aux tensions mondiales. Le second, c'est le numérique, la donnée, le cloud, l'IA. Ce sont désormais les infrastructures de la puissance économique et stratégique. Sans infrastructure numérique souveraine, il ne peut y avoir d'intelligence artificielle souveraine. Et c'est précisément là que votre rôle est essentiel, car l'autonomie stratégique ne se décrète pas, elle se construit, elle se finance. L'épargne française a un rôle majeur à jouer pour accompagner ces investissements de long terme et donner à notre souveraineté les moyens de ses ambitions. C'est tout l'enjeu des rencontres qui vous réunissent aujourd'hui. Je vous remercie et vous souhaite d'excellents échanges. Bonjour à tous. Alors, merci Madame la Ministre pour cette introduction qui pose parfaitement le sujet. Alors, l'autonomie stratégique et la souveraineté ne sont plus aujourd'hui des concepts ou de simples ambitions politiques. Elles sont devenues une réalité économique, technologique et financière. Alors, Madame la Ministre vient d'ailleurs de rappeler les 93 milliards d'euros d'investissement annoncés lors de Choose France et a qualifié 2026 d'année charnière. Alors, depuis plusieurs années, nous vivons dans un environnement marqué par les tensions géopolitiques, les fragilités des chaînes d'approvisionnement, les enjeux énergétiques, l'accélération spectaculaire de l'intelligence artificielle et plus largement une recomposition des rapports de force à l'échelle mondiale. Alors dans ce contexte, l'autonomie européenne signifie sa capacité à choisir, à produire, à financer et à décider durablement pour son avenir. Alors, cette capacité repose sur des infrastructures devenues essentielles, les infrastructures énergétiques, numériques et industrielles, Madame la Ministre l'a rappelé. Ce qui relevait hier de la géopolitique devient aujourd'hui un sujet stratégique et d'investissement. Alors, pour les investisseurs, cela change profondément la grille de lecture des entreprises. Pendant longtemps, nous avons analysé les entreprises à travers des critères traditionnels, la performance financière, la croissance ou encore les critères ESG. Aujourd'hui, d'autres critères vont devenir aussi importants afin d'identifier les bons acteurs. Alors, où se situent les dépendances critiques? Qui maîtrise les technologies clés? Où se trouvent les capacités industrielles? Quelle est la robustesse des chaînes d'approvisionnement? Quelle est la qualité de la gouvernance? Et finalement, quelle est la capacité d'une entreprise à s'adapter et à résister aux chocs? Alors, l'autonomie stratégique devient progressivement un critère d'analyse à part entière, un critère de résilience et de solidité, finalement un critère de puissance économique. Alors peut-on aller jusqu'à construire une véritable grille de lecture, on va le voir ça ensemble, qui permettra d'orienter le capital vers les acteurs qui contribuent le plus à l'autonomie stratégique européenne, car lorsqu'on parle d'infrastructure, de souveraineté et d'autonomie, on parle nécessairement d'un temps long, alors même que les besoins sont immédiats. C'est précisément tout l'enjeu du sujet qui nous réunit aujourd'hui, comment transformer une ambition stratégique en opportunité d'investissement. Alors pour en parler, je vais avoir le plaisir d'échanger avec Benjamin Vigourou, Global Vice-président Digital Infrastructure chez Orange Business. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et Damien Mariette, gérant senior action thématique et gérant du fonds CPR Invest European Strategic Autonomy chez CPRM. Bonjour. Alors ensemble, nous allons tenter de répondre à une question centrale.
Comment orienter efficacement le capital vers les entreprises et les infrastructures qui renforceront la souveraineté et l'autonomie européenne de demain? Alors, je vous propose de commencer et de rentrer dans le vif du sujet. Alors, on parle beaucoup d'infrastructures stratégiques, mais rarement de manière concrète. Pourquoi les infrastructures énergétiques et digitales sont-elles devenues centrales dans la transformation économique et dans l'autonomie européenne? Benjamin, peut-être, ou Damien, en premier? Allez, je vais démarrer alors. Allez, Benjamin. Les infrastructures digitales, elles sont clés pour notre économie et puis au-delà de ça, pour notre autonomie, pour au moins deux raisons. La première, c'est que nos sociétés se sont transformées en des sociétés digitales. Hein, si on coupe l'Internet ici, ça risque d'assez mal se passer pour nous dans la salle. Alors, vous pouvez me dire que certes, on est des secteurs qui sont très digitalisés, hein, la finance pour vous, les télécoms et la tech pour moi, mais en fait, c'est le cas de tous les secteurs. Dans le panel précédent, on parlait beaucoup de mines. Si on prend les mines, par exemple, il y a une de nos clientes chez Orange qui me partageait qu'il y a plusieurs mois, ils ont été privés de connectivité dans une de leurs mines en Amérique du Sud. Okay. En fait, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des fourmis en Amérique du Sud qui sont peut-être un peu différentes des fourmis parisiennes. C'est ces fourmis qui ont coupé, qui ont mangé la fibre optique en Amazonie. Et mon point, ce n'est pas sur les fourmis, c'est que dans une mine, il y a des camions qui sont connectés, autonomes, dans les galeries qui évacuent les gravats. Et en fait, sans connectivité, les camions, ils s'arrêtent. Et c'est toute la mine, en fait, qui s'arrête. Donc l'ensemble de nos sociétés sont devenues digitales. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on a basculé dans un monde où les crises se succèdent et deviennent la norme. On est toujours en état de crise, finalement. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, pour la première fois de l'histoire, il y a une cyberattaque qui a eu un impact sur le PIB d'un grand pays. C'est les usines de Jaguar Land Rover qui se sont arrêtées pendant plusieurs semaines au Royaume-Uni. Et ça a entraîné des pertes de plus de 2 milliards de livres sterling pour l'économie des Britanniques. Donc ça montre bien la fragilité de nos sociétés. Vous avez une cyberattaque qui a un impact sur le monde physique, hein, les usines de Jaguar qui s'arrêtent, et puis carrément ensuite un impact au niveau macroéconomique d'un grand pays en Europe. Donc voilà au moins deux raisons pour lesquelles les infrastructures digitales elles sont clés pour nos économies et puis pour l'autonomie en Europe. Plus récemment, globalement, ces infrastructures, elles sont devenues stratégiques parce qu'en fait, on s'est rendu compte de notre dépendance. C'est-à-dire que, comme ça a été mentionné tout à l'heure, hein, le prix des énergies fossiles étant bas, personne ne s'intéressait à notre transition énergétique. Et bon, c'est pas à peu près pareil pour nos infrastructures. À partir du moment où elles ne sont pas attaquées, ou à partir du moment où tout fonctionne correctement, vous ne vous rendez pas compte de la criticité de ces infrastructures. Arrive le moment où, effectivement, pour une raison diverse variée, ça peut être des droits de douane, ça peut être des bans sur les importations de ressources naturelles, de ressources technologiques, visibles ou invisibles, hein, puisqu'on va parler après, effectivement, il y a des infrastructures visibles, et puis il y a ce qui est invisible, typiquement un petit logiciel américain qui d'un coup changerait de pavillon ou dont le prix serait multiplié par 7 ou 8 parce qu'ils sont en position de domination. Tout ça rend effectivement à un moment donné ces infrastructures plus critiques. Donc on a eu cette prise de conscience, et maintenant qu'on a cette prise de conscience, on est dans un monde aussi où la géopolitique est beaucoup plus incertaine. Et donc si on veut effectivement être souverain, en fait, il faut être autonome, il faut se doter d'une autonomie stratégique. Et en fait, la souveraineté se mesure à votre degré d'autonomie stratégique. Il faut effectivement être le plus indépendant possible pour être souverain. Sans indépendance, il n'y a pas de souveraineté. Alors, Benjamin, est-ce que vous voulez faire peut-être une parenthèse par rapport justement à la souveraineté et à ce qui s'est passé il y a très peu de temps? Si on avait voulu avoir une telle corrélation entre ce qui s'est passé la semaine dernière avec Anthropic et aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas mieux fait. Peut-être un petit commentaire? Ouais, alors en quelques mots, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques semaines, donc il y a Anthropic, donc la société américaine qui a lancé des nouveaux modèles, donc Mythos et Fable, pour les nommer, qui sont réputés beaucoup plus performants que ce que fait le reste de la compétition, notamment OpenAI. Et donc suite à ça, le gouvernement américain a pris la décision, en un week-end, hein, le dimanche, de limiter l'utilisation de ces modèles uniquement à une poignée d'entreprises, toutes américaines bien sûr, moins de 10. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a aucune société asiatique, aucune société européenne qui a accès à ces modèles. Donc de facto, ça crée un avantage compétitif énorme, et puis ça pose des vrais risques en termes de cybersécurité en Europe et puis pour notre souveraineté. En tous les cas, on remercie Anthropic pour renforcer le poids de cette conférence.
Ouais, c'est une manière de voir les choses. Ouais. Et la prise de conscience. Alors Damien, si on regarde le besoin de financement, où sont aujourd'hui les urgences? Quels sont les segments, énergie, réseau, data center, stockage, qui nécessitent les investissements les plus massifs? Elles sont nombreuses, elles sont multiples. Globalement, toute la chaîne est importante, hein, puisque pour effectivement alimenter les data centers, il faut de l'énergie décarbonée, parce que si elle n'est pas décarbonée, eh ben, vous êtes effectivement plus sensible à la conjoncture macroéconomique et notamment la géopolitique. On l'a tous vu un peu récemment avec la hausse des prix de l'énergie hors carburant. Et on voit sur cette hausse des prix de l'énergie hors carburant, donc essentiellement le prix du gaz pour nous Européens, on a vu déjà l'impact entre 2022, donc début du conflit avec l'Ukraine, et la forte progression des prix du gaz et cette crise avec le conflit en Iran. On a déjà vu que, le fait d'avoir en France un nucléaire qui tourne à un régime plus élevé et également d'avoir modifié légèrement son mix énergétique et notamment d'avoir continué à investir significativement dans les renouvelables, ont permis à certains pays d'avoir un impact prix de l'énergie beaucoup plus faible que ce qu'on avait pu anticiper. C'est-à-dire que l'Espagne, ça a été une hausse modérée des prix de l'énergie. La France a eu une hausse, mais là aussi modérée, alors que l'Italie et l'Allemagne ont eu des hausses beaucoup plus significatives de leur prix de l'énergie, mais sans commune mesure avec ce qu'on avait connu il y a 4 ans. Donc on voit quand même que les investissements qui ont été faits sur les années précédentes ont commencé déjà à avoir un peu d'impact. Pour autant, ce n'est pas suffisant parce qu'on le voit, hein, le conflit au Moyen-Orient montre à quel point on est toujours dépendant des énergies fossiles et à la table ronde précédente également. Ce qui est important, c'est de se dire qu'il faut avoir le temps court et le temps long. Le temps court, c'est de continuer effectivement à développer le renouvelable, à développer le stockage, parce qu'une énergie renouvelable sans stockage n'a pas d'intérêt, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a des prix d'énergie négatifs en Espagne une bonne partie de la journée, parce qu'on a une grosse production d'énergie, mais pas forcément d'usage de cette énergie. Et puis, on a sur un temps plus long de se dire qui est le nucléaire, la géothermie, puisque pour faire écho au précédent panel. Donc on a des solutions effectivement qui sont plus longues à mettre en place, mais qui sont tout aussi importantes que le développement des énergies renouvelables. Et en même temps, on a effectivement de se dire qu'aujourd'hui, une grande partie de nos dépendances proviennent de notre désindustrialisation. Un premier moyen de les adresser, c'est de se réindustrialiser. Qui dit se réindustrialiser dit consommation d'énergie. Qui dit consommation d'énergie dit production d'énergie. Et donc, il faut qu'on augmente notre production d'énergie. Pour rappel, les estimations à venir de consommation ou d'aide de consommation énergétique en Europe sont pour la première fois sur les 5 prochaines années à venir en augmentation. Alors que sur les 10 dernières années, l'Europe a réduit sa consommation énergétique parce que, tout simplement, on s'est désindustrialisé. Donc, on a ces besoins-là. Choose France a été mentionné tout à l'heure. On a effectivement une énergie importante dans certaines géographies, décarbonée. Donc, ça peut effectivement inciter à du financement. Et donc, on a effectivement besoin de développer des data centers en Europe, d'avoir un contrôle de l'infrastructure sur notre territoire, d'avoir également un contrôle ou d'avoir en tout cas l'émergence de champions européens qui soient renouvelables, qui soient sur la technologie, qui soient sur les semi-conducteurs. Parce qu'en fait, l'investissement significatif dans la durée a pour conséquence de développer une filière. TSMC est le bon exemple. TSMC, leader mondial des semi-conducteurs, a créé toute une filiale, toute une filière à Taïwan autour de cela. La Chine, en l'espace de 20 ans, est devenue le leader sur les énergies renouvelables, sur la technologie renouvelable, sur l'usage aussi, puisque les constructeurs chinois sont parmi les leaders aujourd'hui sur les véhicules électriques. Donc on voit que le financement sur une vision longue permet l'émergence de champions. Et donc pour avoir des champions européens à même de pouvoir être en compétition avec les Américains et les Asiatiques, nécessite des investissements significatifs dès aujourd'hui pour au moins une décennie, pour effectivement avoir une chance d'être en compétition avec ces acteurs-là. Pour demain, ce ne sera pas possible, on ne sera pas compétitif avec ces acteurs-là demain. Pour autant, se dire que dans 5 ou 10 ans, il faut qu'on soit compétitif, ça veut dire qu'il faut commencer à investir dès maintenant. Donc en fait, il va falloir prioriser et planifier de manière à ce qu'on ne s'éparpille pas. Et ça me permet de rebondir en me disant, si aujourd'hui on vous donne 100 milliards, 100 milliards d'euros, quelles seraient vos 3 priorités absolues demain? Où est-ce que vous mettez ces 100 milliards? Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Mais effectivement, je pense que déjà, ces 100 milliards, c'est comment on peut les utiliser pour réduire nos dépendances à court terme, à long terme, mais surtout lancer des nouveaux projets. Vous l'avez dit, la planification est clé. Et en fait, on a besoin d'État stratège. D'accord, on a besoin de prise de risque de nos politiques pour effectivement avoir des horizons de temps longs,
pour effectivement redoter des filières de capacité de production. Je dirais à court terme et à moyen long terme, on a besoin effectivement d'être plus indépendant sur la partie semi-conducteur. On le voit, hein, il y a des phénomènes d'augmentation très significatifs de prix, notamment sur la mémoire avec le développement de l'intelligence artificielle. Mais on a besoin effectivement d'avoir de la production locale en semi-conducteurs. On a besoin d'investir dans nos infrastructures digitales et énergétiques. Et on a surtout aussi besoin de flécher les investissements dans des secteurs d'activité qui seront clés demain. Typiquement, l'intelligence artificielle, alors pas la partie mass market, parce que je pense que ça sera difficile d'avoir l'émergence d'un leader européen sur les langages LLM, mais sur la partie corporate, en tout cas c'est tout le virage qu'a fait Mistral, c'est clé. Parce que si effectivement on se dit qu'aujourd'hui, la clé, c'est l'accès à l'énergie, l'accès aux terres rares et donc aux ressources, peut-être que dans 15 ans, ce qui sera clé, c'est l'accès effectivement aux centres de données, aux data centers, parce qu'une partie de nos économies auront été beaucoup plus digitalisées. Donc en synthèse, on est d'accord, semi, infra, IA. Oui. Ok, Benjamin, quel est l'impact concret de l'IA sur les besoins d'infrastructures numériques en Europe pour rejoindre ce que dit Damien ? L'IA, elle a un impact incroyable sur les infrastructures numériques et notamment l'IA nécessite un influx de capitaux incroyable. Ça, c'est du jamais vu tant en termes de volume qu'en termes de vitesse. Juste pour donner 2 exemples, les investissements d'Amazon en termes de CAPEX sur l'IA en 2026, la projection c'est plus de 200 milliards de dollars. C'est juste une entreprise, 200 milliards de dollars. Je regardais, c'est un peu plus que le PIB du Maroc. Voilà. Deuxième exemple, la Chine a prévu d'investir dans la construction de centres de données, de data centers, plus de 300 milliards de dollars d'investissements qui ont été débloqués dans les prochaines années. Donc les chiffres, ils sont juste fous, ils sont ahurissants. Et après, on parle toujours des mêmes noms, hein, Nvidia qui reviennent toujours aux États-Unis, les grands noms de la tech. Mais au-delà de ces quelques entreprises aux États-Unis, en fait, la chaîne de valeur, elle est plus complexe qu'on ne le pense. Il y a beaucoup plus d'acteurs en fait, sur cette chaîne de valeur. Nvidia repose sur une entreprise que tu as nommée tout à l'heure, TSMC, qui fabrique les puces pour Nvidia à Taïwan. TSMC s'appuie, si on remonte encore d'un cran sur la chaîne de valeur, sur une autre entreprise qui est européenne que peu de gens connaissent, qui est ASML, entreprise leader dans la fabrication de machines de lithographie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des machines qui vont venir graver les processeurs et donc TSMC achète ces machines à ASML, c'est le leader mondial, c'est un leader qui est en Europe, aux Pays-Bas. Et puis ASML a investi dans Mistral, c'est le premier investisseur de Mistral. Donc on pourrait remonter la chaîne de valeur encore et encore, mais mon point c'est qu'elle est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense, cette chaîne de valeur. Il y a beaucoup d'opportunités d'investissement et pas que avec les grands noms de la tech aux États-Unis. Alors Benjamin, justement, si aujourd'hui on parle de taille, les data centers aujourd'hui, c'est quoi les tailles d'investissement en un mot, hein, c'est quelques centaines de millions d'euros, quelques milliards, quelques dizaines de milliards? Je dirais quelques centaines de milliards. Hein. Il suffit de sommer. On est au-dessus des dizaines, on est à centaines de milliards, donc ça nous laisse un peu de perspective. Si on somme ceux des GAFAM, si on prend Amazon, Microsoft et Google, prenons-en que 3, on est déjà. Je parle en Europe. Si on veut être en compétition avec ces acteurs, il faut jouer avec les mêmes ordres de grandeur. Hein. Ok, très bien. Alors, pourquoi est-ce désormais l'enjeu central de l'autonomie? Alors, est-ce que la maîtrise des flux aujourd'hui est plus stratégique que la maîtrise de la production elle-même? Qui veut se lancer sur ce sujet? Benjamin en premier? On peut démarrer. Hein. Mais effectivement, quand on parle de connectivité, en fait, on en parle peu. Souvent, on parle plus de data center parce que c'est plus physique, c'est plus concret. La connectivité, finalement, elle repose sur des assets qui sont invisibles. Ça repose sur des câbles sous-marins. Il y a plus de 97% du trafic mondial d'Internet qui transite via ces câbles sous-marins qui sont cachés. Et donc, pour nous, c'est clé d'investir dans ces assets physiques, ces câbles sous-marins. Et puis, on investit également dans nos bateaux. Je ne sais pas si vous le savez, mais Orange, c'est l'opérateur avec la plus grande flotte de navires câbliers au monde. Et pour nous, investir dans les bateaux, c'est critique d'une part pour déployer des nouveaux câbles, mais surtout pour opérer les câbles existants, être capable de les maintenir en condition, de les réparer en cas de problème. Donc ça, c'est des assets invisibles, et donc on investit là-dedans, ça participe à notre autonomie stratégique chez Orange. Mais au-delà des bateaux et au-delà des câbles sous-marins, comment est-ce qu'on définit notre autonomie chez Orange? On l'a défini à travers 4 piliers. Et le premier, c'est le contrôle des infrastructures. Parce que si on est honnête, je pense qu'on peut être honnête ce matin, et dans le panel précédent, il le mentionnait, qu'il n'y a pas de vraie souveraineté en Europe, alors énergétique dans le panel précédent, et digitale
pour ce panel-ci, en tout cas pour moi. Un point pour illustrer ça, il y a plus de 70% des solutions de cybersécurité qu'on utilise en Europe qui s'appuient sur de la technologie américaine. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut choisir ses combats. Et donc nous, chez Orange, on décide d'investir massivement dans des infrastructures critiques et qu'on contrôle de bout en bout. Donc ça, c'est le premier point, c'est le contrôle des infrastructures. Le deuxième, c'est le choix. Et là aussi, ça fait écho au panel précédent. Il faut offrir le choix aux clients pour éviter qu'ils se retrouvent coincés avec un seul fournisseur. Donc nous, on a une stratégie de plateforme et l'idée, c'est d'embarquer nos partenaires sur nos plateformes pour que nos clients ensuite puissent passer d'une solution A à une solution B tout en restant sur nos plateformes et donc en minimisant les changements d'architecture. Le troisième pilier, c'est les compétences. Si on n'a pas les compétences clés en interne, on n'est pas crédible en face des clients. Et dans un monde où tout va plus vite et les systèmes sont de plus en plus complexes, les clients, ils ont besoin d'un point de repère et d'un partenaire de confiance pour les aider à faire les bons choix technologiques et puis aussi les bons investissements. Et puis le dernier pilier, c'est l'échelle. Dans les infrastructures, si on n'opère pas à l'échelle, on n'est juste pas crédible. On ne peut pas rationaliser ses investissements, on ne peut pas utiliser sa base client pour améliorer les produits. Et puis on a besoin d'échelle pour penser le temps long, tu en parlais tout à l'heure, Damien, et faire les bons investissements. Donc, quand on parle d'autonomie et de souveraineté, souvent, c'est des concepts qui sont un peu flous. Donc, je pense que c'est très important de les définir correctement pour ensuite faire les bons choix d'investissement. Alors, ça me permet de faire une transition sur comment orienter les capitaux publics et privés vers ces projets. Quel est le rôle des investisseurs et des conseillers en gestion de patrimoine? Damien? Important. Il y a eu un panel précédemment sur effectivement l'utilisation de notre épargne. Effectivement, on a un atout, on a un asset en Europe qui est le montant d'épargne qui n'est pas forcément mis à contribution comme l'épargne américaine est mise à contribution ou l'épargne asiatique est mise à contribution. Donc effectivement, il y a ça. Et il y avait aussi une mention de l'offre. Il faut une offre pléthorique pour laisser le choix effectivement aux investisseurs. On peut se poser la question si le problème vient plus d'un problème d'exécution, de délai de réglementation ou de coordination qu'un réel problème d'épargne, puisque l'épargne, elle est là. Alors, je pense qu'il y a un sujet qui est déjà que nous, en tant qu'Européens, on a toujours un biais pessimiste vis-à-vis de notre situation. Et donc, quand vous êtes pessimiste, vous avez un frein à l'investissement. Si vous êtes plus optimiste déjà, vous avez moins ce frein à l'investissement. Donc, et quand on regarde, c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire on n'avance pas ou on n'avance pas assez vite. Force est de constater qu'on a déjà quand même avancé de manière importante pour l'Europe, qui, pour rappel, est à 27. Et à 27, c'est quand même plus difficile d'avancer que lorsqu'on est tout seul ou lorsqu'on est à la tête d'un État et on décide de faire ce qu'on veut depuis des décennies. Donc, ce qui est important, c'est de se dire qu'on a une offre, elle est en train de se développer. On a effectivement une prise de conscience de la part des politiques et une prise de conscience de plus en plus importante de la part des clients de ce bienfait, ce bien fondé sur l'autonomie stratégique et sur le fait que, effectivement, si on veut être plus indépendant, si on veut être plus autonome, en fait, on doit être acteur. Et pour être acteur, il y a soit effectivement les sociétés qui doivent faire les bons choix, les gouvernements qui doivent flécher l'épargne pour développer des technologies, les champions européens de demain, et le particulier pour financer tout ça. Parce que la puissance publique seule ne suffira pas. Donc le rôle des CGP, c'est convertir des épargnants en investisseurs. C'est effectivement de sélectionner les produits, et pas que des produits actions. Ça peut être effectivement de la dette, listée ou non listée, ça peut être du private equity. Je pense que tous les leviers sont importants parce que, comme ça a été mentionné précédemment, il y a effectivement des besoins sur effectivement un certain nombre de secteurs avec des niveaux de maturité qui ne sont pas forcément les mêmes. Vous avez eu un panel sur la défense. Sur la défense, il y a des acteurs prime qui n'ont pas besoin de financement. Vous avez des acteurs de drones qui ont plus besoin de financement, de passage à l'échelle. Donc globalement, il y a des besoins multiples sur un certain nombre de secteurs et il faut les adresser. Et je pense que clairement, en tant que nous, Européens, il y a ce côté investisseur, mais je pense qu'il y a surtout le côté consommateur qui est important. Il faut qu'en tant qu'Européens, on consomme aussi européen. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête, entre guillemets, même si parfois on n'a pas le choix, de effectivement financer la croissance d'autres États, notamment de l'autre côté de l'Atlantique et la croissance chinoise. Et il faut effectivement être plus patriote, à la fois en tant qu'investisseur, mais aussi en tant que consommateur. Donc Damien, si on a le choix, on consomme Europe. Oui. Si on souhaite une Europe forte, oui, il faut consommer européen. Investir dans les infrastructures stratégiques, c'est investir donc dans le long terme. On
évoqué ce sujet tout au long de cette table ronde. Donc, quels sont les risques spécifiques, technologiques, opérationnels et financiers, et comment les maîtriser? Je vais y aller sur les risques financiers. Donc, suivant ce que vous allez décider d'acquérir, il y a les risques financiers habituels, de la volatilité des marchés, de la cherté des marchés actions ou de certains secteurs. On peut faire un parallèle avec SpaceX. SpaceX est plus très loin maintenant de son prix d'introduction en bourse. Donc on voit qu'il y a des périodes d'euphorie relativement importantes où le prix des mémoires, par exemple, vous avez le marché asiatique qui ont pas mal bougé cette nuit, notamment à cause de 2 acteurs qui représentent plus de 50% de certains indices listés. Donc on voit que c'est quand même quelque chose à avoir en tête. La valorisation reste toujours quand même un phare qu'on doit avoir, ne pas se croire qu'à chaque fois le temps va être différent. L'ultra-concentration, effectivement, peut amener à avoir ces comportements-là que vous n'aurez pas forcément dans la gestion active, à la différence de la gestion passive qui, elle, va effectivement embarquer ces sujets de concentration. Mais donc oui, les risques existent, ils sont les mêmes qu'on a. Et sur les financements d'infrastructures, je pense qu'il y a des risques qu'on ne voit pas. On en a parlé tout à l'heure. C'est vrai que finalement, quand le gaz était facile d'accès et peu cher, on ne s'est pas forcément rendu compte du risque qu'on avait à être dépendant d'une géographie, en l'occurrence la Russie. Ça a été mentionné également. Aujourd'hui, on n'est plus de dépendance vis-à-vis de la Russie, mais on a dépendance vis-à-vis d'autres pays. Donc on a un risque différent. Et ces risques-là, ils vont rester tant qu'on n'a pas augmenté notre autonomie stratégique. D'où l'importance de regarder la granularité, de vérifier l'ensemble des intervenants dans la chaîne de valeur. Oui, très important, effectivement, de voir à quel point, finalement, on prenait l'exemple tout à l'heure, mais VMware, donc, qui est une société américaine qui avait été rachetée par Broadcom il y a quelques années. Lorsque Broadcom a racheté VMware, ils ont décidé d'augmenter très significativement les prix de VMware et également de réduire le nombre d'applicatifs que la société avait. Et donc, du jour au lendemain, couper des clients sur un logiciel qui pouvait être, par exemple, clé ou tout simplement faire supporter à des clients une augmentation très significative du prix. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément au départ en tant que DSI, donc directeur des services informatiques, mis sur votre risk map. Mais en fait, voilà, il y a beaucoup de risques comme ça qui peuvent émerger parce qu'on ne se rend pas forcément compte de la dépendance qu'on peut avoir sur l'ensemble de la chaîne vis-à-vis de certains acteurs. Benjamin, peut-être rebondir sur ce sujet de la dépendance, de la granularité et de maîtrise des risques, diversification. Je vais me concentrer sur les infrastructures digitales, vu que sur tu la as parlé partie finance. On ne parle pas sur la partie finance. Tout à fait. Moi, j'en vois 3 majeurs. Le premier, c'est la cybersécurité. On en a déjà parlé tout à l'heure. Maintenant, on vit dans un monde où une cyberattaque peut impacter l'économie du Royaume-Uni. Bon. Ça, c'est le premier risque et il paraît évident vu que nos sociétés sont devenues digitales. Le deuxième risque, il est un peu moins évident, c'est les dépendances. Donc tu en as déjà parlé un peu, Damien, tout à l'heure. Je vais prendre un exemple pour illustrer ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la crise qui a eu lieu en 2024 qui s'appelait CrowdStrike. Donc CrowdStrike, c'est un fournisseur de solutions, de technologies de cybersécurité aux États-Unis. Et lorsqu'il y a eu la crise en 2024, à cause d'un bug dans une solution software, ça a impacté l'ensemble du trafic aérien pendant 24 heures. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun avion qui décollait pendant 24 heures dans le monde. Ça, je pense que vous vous en rappelez. Pour certains de vos employés, de vos collègues, ça signifiait un écran bleu sur leur PC. Et ce qui était responsable de cette crise-là, ce n'est pas tant le bug, parce que ça arrive tous les jours dans le monde du software, mais c'est le niveau de dépendance entre deux géants, entre CrowdStrike, avec sa solution de sécurité, et puis Windows, l'OS de Microsoft que tout le monde connaît. Donc tout l'enjeu pour les décideurs dans les entreprises, il est dans le contrôle de ces dépendances au sein de leurs infrastructures, et ces dépendances, tu le mentionnais tout à l'heure, elles sont bien souvent cachées, en fait. Donc c'est ça tout l'enjeu pour les décideurs. Ça, c'est le deuxième risque, les dépendances. Et puis le troisième, c'est la souveraineté. On en a déjà pas mal parlé tout à l'heure avec Anthropic. La différence, je pense, si on compare à ce qu'on racontait il y a quelques années, on parlait déjà de ces risques de souveraineté il y a quelques années, mais c'était un risque, en fait. OK, il y avait une probabilité, mais ce que nous disaient les acteurs américains, notamment, c'est que cette probabilité était quasi nulle, en fait. Voilà, c'est possible, mais ça n'arrivera jamais. En fait, non. Maintenant, on voit que c'est possible et ça arrive. C'est arrivé le week-end dernier. Maintenant, on n'a plus accès à la technologie, les derniers modèles d'Anthropic pour citer que. Donc voilà, il y a ces 3 risques.
Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que tu parlais d'optimisme alors, d'optimisme. Donc si on essaie d'être optimiste, ce qu'on peut faire, c'est revenir aux bases, essayer d'anticiper ce qui est anticipable, hein, anticiper les risques qu'on a dans notre radar, et puis se préparer par rapport à ce qu'on ne peut pas anticiper, et essayer d'avoir une démarche beaucoup plus robuste, être beaucoup plus autonome. Et je reviens à ma définition de l'autonomie, c'est comme ça qu'on la voit chez Orange: le contrôle des infrastructures, le choix, l'échelle et puis les compétences. Et donc je pense que c'est à chaque décideur dans les entreprises d'effectuer cette analyse de risque. Mais ça, vous connaissez ça mieux que moi, les analyses de risque, c'est sûr. À chaque décideur dans les entreprises d'effectuer cet exercice-là pour ensuite prendre les bonnes décisions. En tous les cas, je pense qu'on commence à percevoir ce qu'on a appelé grille de lecture en introduction. On voit à peu près la rencontre entre l'industrie et la finance, et où est-ce que ça doit se situer pour essayer d'avoir le meilleur équilibre. Alors en 1 minute chacun, petit challenge, si vous aviez une seule décision à prendre demain matin pour renforcer l'autonomie stratégique européenne, laquelle serait-elle? Allez, Damien en premier. La planification. Clairement, il faut revenir sur une planification, sur une vision long terme, ne pas avoir peur d'investir et donc de faire du déficit à court terme pour effectivement redéployer des technologies ou des filières. Quand on regarde aujourd'hui, un des points forts de la France reste le nucléaire. Ce n'est pas une décision d'hier, hein. C'est une décision déjà très longue, très ancienne, qui pour encore et sur laquelle on tire encore aujourd'hui des bénéfices. Donc il faut de nouveau avoir cette vision d'État stratège, vision vraiment long terme, et de savoir où est-ce qu'on a envie d'investir, sur comment finalement garantir ou avoir le plus possible ce degré d'autonomie. Parce que, encore une fois, hein, sans autonomie stratégique, vous n'êtes pas souverain. Donc en fait, quels que soient les gouvernements qui se succéderont, il faudra que la souveraineté et l'autonomie restent un pilier essentiel. Je pense que c'est le cas, hein. C'est important de le savoir. Benjamin? Eh ben, il faut investir massivement dans nos infrastructures critiques, sans compromis en Europe, les contrôler de bout en bout. Et puis pour le reste, pour tout ce qu'on ne contrôle pas, tout ce qu'on ne maîtrise pas, eh ben, il faut contrôler ces dépendances avec nos partenaires, et puis surtout les dépendances qui sont bien souvent cachées. Et comprendre et accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser par rapport à ce qu'on a dit. C'est ça, il faut contrôler, il faut avoir ce niveau de contrôle, offrir le choix, être capable de changer d'un fournisseur si quelque chose arrive, un événement géopolitique, une crise, ouais, tout à fait. Ben, merci à tous les deux pour la qualité et la richesse de nos échanges. Donc, cette table ronde nous a montré que l'autonomie stratégique n'est plus un concept théorique ni un simple objectif politique. Alors, c'est un enjeu concret qui se joue dans nos infrastructures, dans nos technologies, dans nos capacités industrielles, mais aussi dans notre capacité collective donc à financer le temps long et à planifier, on l'a dit. Nous avons également vu que la souveraineté ne consiste pas à tout produire, ni à tout maîtriser, on l'a dit. Elle consiste à identifier ce qui est essentiel, à préserver notre capacité d'action là où elle compte vraiment. Donc pour les investisseurs, clairement, c'est une perspective nouvelle. Pendant longtemps, on a analysé les entreprises donc à travers leur croissance, leur rentabilité, leur valorisation. Demain, on l'a bien compris, on va regarder la contribution à l'indépendance et la capacité d'action dans notre économie pour renforcer notre souveraineté et investir de suite et massivement, quitte à renforcer, à laisser partir les déficits, ce qui est un gros mot depuis quelques années. Autrement dit, l'autonomie stratégique donc, est en train de devenir un véritable critère d'investissement, car orienter l'épargne, c'est aussi orienter l'avenir. Et à travers les choix d'investissement que nous faisons aujourd'hui, nous participons à notre échelle à la construction de l'Europe de demain. Alors merci à tous les deux pour votre expertise et la hauteur de vue, et merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup.